La première personne que le dictateur humilie, ce sont ses propres collaborateurs. C'est-à-dire, le dictateur, dans sa psychologie, il doit soumettre tous ceux qui sont dans son entourage. C'est pour ça que dans certains régimes, le dictateur, il couche même avec les femmes de ses collaborateurs pour vous soumettre. Coucher avec votre femme, c'est la pire humiliation que le dictateur te fait subir. Mais tu ne peux rien faire. Mobutu couchait avec les femmes de ses collaborateurs. On sait que les autres dictateurs font pareil. Donc, le dictateur, lui qui n'a pas le même niveau que vous, il n'a pas le même diplôme que vous, il n'a pas les mêmes compétences que vous, il se dit, moi j'ai le pouvoir et je vais recruter mes serviteurs. Et je vais les humilier. Ils ont beau être des docteurs en droit, des professeurs d'université, ils ont beau être des éminents juristes, je vais les humilier devant la face. Et c'est ce que Faure est en train de faire avec vous. Il vous humilie. Il fait en sorte que vous ne représentez absolument rien devant l'opinion. Et lui, derrière son rideau, il rit. Il se moque de vous. Il dit, ah voilà, je suis tranquille. Hein, moi. C'est comme ce discours qu'on entend. Les gens disent, oh, moi je n'ai pas fait de grandes études, mais si je suis riche demain, je peux acheter tous les grands diplômés, ils vont travailler pour moi. Donc, le problème de notre élite est là. Vous avez des universitaires qui sont promis à une très belle carrière, qui sont des gens qui ont de très bons diplômes, qui ont des parcours fabuleux, qui peuvent briller ailleurs. Mais ils se sont mis au service de la dictature parce qu'ils cherchent des postes, parce qu'ils veulent avoir des responsabilités. Il y a des anciens camarades universitaires, quand je les vois aujourd'hui dans le système LPT Unir, même parfois tordre le cou même à l'histoire. Je me pose la question, si on a fait les mêmes études, quel poste peut m'amener à renoncer à ma propre formation, à mon parcours? Et c'est ça qu'on voit. Et c'est l'image qu'on renvoie dans la société. Et c'est l'image qu'on renvoie dans l'opinion. Et donc, Gilles Benoît Fagbeti, même si les situations sont difficiles pour lui, il a un parcours. Il peut vivre de son travail. Mais il a décidé de choisir la facilité. Et pourquoi? Aujourd'hui, il nous dit que dans son intervention, comme je l'ai dit tantôt, il s'est retrouvé dans ce groupe-là, dans le groupe des 3 troubadours là. Veste, si vous pouvez renvoyer la vidéo, il parlait là, vous faites une capture de la vidéo de la télévision là. On va un peu décortiquer son habillement, la vidéo, pour que vous voyez le niveau de son larbinisme, le niveau de son griotisme, comment il veut faire plaire, il veut plaire à son nouveau patron. Si vous pouvez passer l'image où il était sur le plateau, et on va décortiquer un peu son habillement. Je l'ai décortiqué tout à l'heure, mais la répétition, c'est une pédagogie. On va décortiquer un peu son argumentaire, mais on va partir de son habillement. C'est-à-dire, son inspiration. Voilà. Vous voyez son habillement? Vous voyez? Même pas comme fait attention. Mais regardez l'habillement de Gilles Benoît Fagbeti. Et vous constaterez que tout est uni sur lui, sauf les cheveux et les lunettes. Donc, il s'est tapé une veste bleue, bon, pour être aux couleurs du monde auquel il appartient maintenant. Il s'est tapé une cravate bleue, il s'est tapé une chemise blanche. Donc, tout ça, c'est aux couleurs de Uni. Et il ne le reste qu'en réalité à mettre la peinture bleue dans ses cheveux et à fendre le côté Mandela pour que ça soit en harmonie de la tête jusqu'aux pieds. Malheureusement, je n'ai pas vu ses chaussures. Peut-être que les chaussures et les chaussettes aussi sont bleues. Voilà ce que parfois les zélés de la 24e heure font quand ils arrivent dans un nouveau camp pour se faire intéresser. Ils cassent tous les codes. Ils veulent qu'on les remarque. Ils cassent tous les codes. Tout ce qu'il ne peut pas dire, il dit. Tout ce que les autres ne disaient pas avant, lui dit tout. Mais est-ce que vous pensez que depuis qu'il a rejoint le camp uni, qu'il a dit, qu'il a fait des meetings, qu'il a dit que lui supporte sa sœur de Vaughan, Madame Tomega, et qu'il a abandonné le journal Liberté quand sa sœur Vaughan a porté plainte contre Liberté, vous pensez que Gilles Benoît Fagbeti, il vit mieux que nous? Vous pensez que là où il est là, Gilles Benoît Fagbeti là, il vit mieux que nous? Vous pensez qu'on lui donne suffisamment de marché pour régler ses problèmes financiers? La dictature ne te donnera jamais beaucoup d'argent pour que tu sois à l'aise financièrement. Ils te donneront un peu pour que tu continues d'être à leur service. Ils te donneront jamais, une dictature ne donnera jamais beaucoup d'argent à quelqu'un pour que la personne soit à l'aise et que la personne puisse partir et les laisser. Ils te donneront un peu. Aujourd'hui peut-être 2 millions, demain 3 millions, après 4 millions. Et ça ne va rien te gérer. Parce que tu as des besoins. Au fil du temps où on te donne de l'argent, tu auras des besoins. Ah, je vais draguer une nouvelle femme, je vais acheter une nouvelle montre, je vais acheter une nouvelle veste, je vais faire ceci. Et donc, one to, l'argent est fini. Tu vas prendre le champagne que tu ne buvais pas avant, tu vas chercher la nana que tu n'avais pas pu draguer avant. Et donc, on te donne des miettes pour que tu sois toujours dépendant du système.
Mais il n'y a pas que Maître Benoît Fangbedi qui est l'avocat du FPT Unir aujourd'hui. Et je ne sais pas quel marché on lui donne. Les maîtres Ndjele qui prennent les gros marchés au niveau de la caisse de sécurité sociale, à la chambre du commerce, les gros marchés du pouvoir qui sont souvent donnés à des gens comme Maître Ndjele. Pourquoi le pouvoir n'a pas envoyé Ndjele sur France 24 ou sur New World TV pour défendre le régime? Maître Dandakou, qui prend aussi des gros marchés dans le système, qui sont des avocats, des brasseries, du système, de tout ça là. Pourquoi on ne les envoie pas eux? Et que c'est toi, Gilles Benoît Fangbedi, qui a un cabinet difficilement tenable à Djidjolé là-bas. C'est toi qu'on envoie. Tu viens nous dire que oui, que je vais te lire les chiffres de la pauvreté à Vaughan. J'ai l'impression que ça ne tourne pas bien dans ta tête. J'ai fait beaucoup de dossiers sur la zone des phosphates. Donc, on a beaucoup écrit sur Vaughan, Hautoué, tout ça, jusque dans les lacs. On a beaucoup écrit, jusque dans le Zior. Je vais te donner les chiffres. Voilà une photo d'une rue. Comme tu dis qu'il faut aménager les pistes rurales. Mais Gilles, tu es sérieux, Gilles Benoît? Tu es sérieux là? Que Fon Yassingbe, dans son bilan, que chez toi, Vaughan, ils ont aménagé les pistes rurales qui sont bien tracées pour le déplacement des populations. Toi qui viens d'une zone minière, la zone des phosphates, qui se trouve être aujourd'hui la zone la plus abandonnée du Togo, la plus délaissée du Togo. Voilà les routes de Vaughan quand il pleut, les pistes rurales dont tu parles. Voilà les ambulances que vous utilisez à Vaughan. Quand toi et ta sœur, Victoire Tomega, elle allait donner ces ambulances-là aux populations de Vaughan, les tricycles. Et dans une zone des phosphates, une zone où on exploite les phosphates, où des gens qui gèrent les phosphates sont des milliardaires. Voilà Vaughan. Au quoi Vaughan mémoire? On n'est pas Vaughan mémoire. On n'est pas Vaughan mémoire. Tu vois les rues de Vaughan. Et moi, je les beaux doigts, les Vaughan, oh, malo, afin que je dis. Nous, qu'est-ce que les Womima? Vaughan, mais c'est malo. Il faut mourir. Ambulance, quand on coupe d'Adawa, Victoire Tomega, nous sommes à moi les Vaughan. Passez-moi les ambulances là. C'est ça les ambulances. Hein? Ambulance, ambulance, quand on y va là, les Vaughan. Tomega, ministre de, je sais pas, développement à la base là. Ce sont les ambulances que vous avez données à Vaughan. Ça. Tu mets ça aussi dans le bilan de Fort, n'est-ce pas? Tu mets ça aussi dans le bilan de Fort, n'est-ce pas? Ce sont les ambulances que vous avez données aux gens. Et pourtant, n'enlevez pas les ambulances, la technique, gardez l'ambulance un peu, je vais faire le commentaire. Et pourtant, Vaughan est une ville historiquement engagée pour la liberté au Togo. Pendant la colonisation, c'est une ville qui s'est levée contre les colons, qui s'est battue contre les colons et qui a payé le lourd tribut contre les colons. Vaughan, c'est une ville, c'est une localité qui regorge énormément de richesses. Mais les plus malheureux aujourd'hui au Togo, c'est les gens de Vaughan. C'est les populations de Vaughan. Non seulement elles ont perdu la grande partie de leurs terres qui ont été récupérées pour les phosphates, mais Vaughan n'a pas d'infrastructure. Il n'y a pas la route qui passe par Vaughan et qui va à Anfouin, je pense bien, il n'y a plus aucune route goudronnée à Vaughan. Vaughan abrite le marché, le plus grand marché au Togo, à part Lomé. Le marché de Vaughan est un marché de première catégorie. Mais le marché n'a jamais été construit. C'est des hangars qui sont dans le marché de Vaughan. Voilà les ambulances que vous avez données aux gens à Vaughan. Vaughan, c'est à 60 km de Lomé. Et moi, quand je dis, on va y les Vaughan, et moi, on peut les pistes rurales dont tu parles là, c'est les Allemands qui ont tracé ça à Vaughan. Comme la plupart des pistes rurales au Togo, aménagées après par les Français. C'est les Allemands qui ont fait les routes, les pistes au Togo. Après aménagé par les Français sous la tutelle. Et ces pistes sont restées les mêmes depuis les indépendances. Et donc, tu es fier de dire que en 2025, où les gens font les autoroutes, les gens font les routes aériennes, les routes souterraines, en Afrique, les gens sont en train de faire les métros en Afrique. Tu viens de dire que le bilan d'un président est bon parce qu'il a tracé les pistes rurales dans ta localité. Pistes rurales que le premier blanc qui a mis pied dans notre pays a tracé il y a 100 ans. Au Lémuria. C'est quoi ton problème? Les chiffres de Vaughan, 90% des gens, des filles de Vaughan sont
des portefeuilles au grand marché de Lomé. 90% des filles de Vaughan sont à Lomé en train de faire abattre les portefeuilles. 90%. Vaughan est la préfecture qui a le taux d'analphabétisme le plus élevé au Togo. Le taux d'analphabétisme, c'est pas parce que toi tu es avocat que tu penses que tout le monde est avocat, Vaughan. C'est le taux d'analphabétisme le plus élevé au Togo. Et pourtant, c'est eux qui ont les phosphates. 90% des filles à Vaughan partent à Lomé pour servir à battre. Les hommes, ils partent au Nigeria, au Bénin et au Nigeria. Là, on va les blédons. Anigban Balamola Dagleo. Anigban Balo. Amoko Liti Anigban. Vaughan Toko Liti Anigban. Oh, il a noté. Oh, il a Tablibo Mekouton. Oh, il a Bamono. Fouve Liti Anigban les noirs Dagleo. Il n'y a plus de terre à Vaughan. Il n'y a pas de l'eau potable à Vaughan. Il n'y a pas de l'eau potable à Vaughan. La ville la majorité de Vaud, l'eau des puits, à grand diamètre, c'est dans les cimetières. Et si on l'a pour les Vaughan, vous donnez Bénique la vous donnez. Il y a les coussins, les Vaughan, mais préfecture la main. Il y a des puits qui sont à côté des cimetières. C'est l'eau là que les gens puissent pour boire à Vaughan. Tu vois, tu bois de l'eau minérale à Lomé. Tu fais bien tes cheveux, tu mets les shampoings dans les cheveux, tu brilles bien parce que bon, tu veux impressionner les femmes. Mais voilà comment les gens vivent à Vaughan. Les agriculteurs qui sont restés à Vaughan, ils utilisent 100% la roue. Les agriculteurs qui sont à Vaughan, pour le peu de terre qu'ils restent là, ils utilisent 100% la roue. Donc, ils sont encore à l'époque du précambrien. C'est-à-dire la dernière époque historique, la préhistorique. Les Vaughan, les filles, 60 km de Lomé. À Brédator pour les Vaughan. Et c'est ce que Victoire Toméga leur a distribué à Gogo. Brouette, roue et machette. 100% des agriculteurs de Vaughan, à l'heure de la mécanisation de l'agriculture. Hein? La roue a été inventée à l'âge des métaux. Si tu veux qu'on parle d'histoire, la roue et le coupe-coupe là, ça a été inventé à l'âge des métaux. C'est-à-dire au temps immémoriaux. Des milliers d'années plus tard, à Vaughan, et à Vaughan là-bas, les gens continuent d'utiliser la roue. Et toi, tu viens gaillardement s'asseoir et nous dire, oui, que tu es devenu le partisan de quelqu'un qui a fait des miracles dans ta localité. C'est où le miracle? Fort a déjà fait le point de tout ce que les phosphates rapportent au Togo qu'il utilise avec ses amis israéliens. Fort a fait le point. Les Jim Fogan ont amené comme dans la gueule. Donc, la population attend que la pluie tombe avant de cultiver à Vaughan. Et donc, toi, tu t'es levé gaillardement pour venir nous dire que oui, le président, le PCM, Ford Assingbe, a un bilan, il donne 30 000 francs aux femmes pour les aider, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et tu mets ça dans son bilan et tu n'as pas honte. Qu'est-ce qui te pousse qu'est-ce qui te pousse à te ridiculiser comme ça? Parce que vous êtes nos grands frères, on peut vous dire aussi la vérité. Nous avons cheminé ensemble. Qu'est-ce qui vous pousse à vous ridiculiser comme ça? Parce que tu as des besoins financiers, tu as les femmes, tout ça. Parce qu'on sait que, on sait que tu as tellement de femmes et des enfants. Il semble que tu en as au moins des enfants de 8 femmes. C'est énorme. Hein? On sait que, bon, tu es un franc-tireur. Ça, on le sait. Mais celui qui veut t'acheter aussi, il étudie tes habitudes. Il essaie de voir si tu aimes le luxe, tu aimes l'argent, tu aimes les voitures. C'est comme ça qu'on étudie les gens avant de les corrompre. C'est comme ça qu'on étudie les gens avant de les corrompre. Si c'est parce que tu as eu des difficultés à tenir ton cabinet et tout ça, au moins pour garder ta dignité, tu aurais pu demander, ah les gars, aidez-moi. Je dis toujours aux gens qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les capacités qu'on a aujourd'hui, si on a un combattant qui a une difficulté, on peut l'aider. C'est pour ça que quand les gens racontent des histoires, parfois je lis et puis je rigole. Je dis, oh, si moi j'ai besoin d'argent, je ne serai pas parti du Togo. Je ne vais pas fuir le Togo. Je ne vais pas fuir le Togo. Il aurait suffi que moi aussi je me taise, que j'arrête de critiquer le régime et que bon, je n'ai de compte à rendre à personne. Et que je vais me barrer. Ou une fois que je suis arrivé dans la diaspora, je vais dire, bon, je me suis mis à l'abri, je me barre aussi. Ces histoires-là, ça me crée trop de problèmes, je vais me mettre de côté, tranquille. On peut lancer un GoFundMe pour te soutenir. On peut demander aux Togolais de cotiser si tu es dans la lutte. Si moi, Ferdinand, aujourd'hui, je suis en difficulté et que j'ai vraiment besoin d'argent au point que je ne sais quoi faire,
Au lieu d'aller me compromettre, je dis toujours aux gens, mais vous savez combien je peux lever sur Internet? Avec le peu de crédibilité que j'ai. Ou sous l'inspiration et son savoir-faire, le peu de crédibilité que on a pu signer un accord. Le peu de crédibilité que j'ai. Il y a des gens à Lomé, ils m'envoient des préoccupations. J'en parle, le lendemain, c'est réglé. Et les gens m'appellent et disent, Ferdinand, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? La dernière fois, le lundi passé, le dimanche passé, j'ai lu la lettre des gens qu'on a abandonnés au niveau de l'INSET, les gens qui font les campagnes pour la carte ANID, là. Mais lundi matin, les téléphones ont commencé à sonner dans tous les sens, on a commencé à courir, on a commencé à leur faire des virements, tout ça, des transferts d'argent. Il y en a qui m'ont appelé. Ils disent, grand frère, vraiment merci, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi? On va cotiser pour te donner. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Je le fais de bon cœur. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, si aujourd'hui, moi, Ferdinand, j'ai des difficultés, à supposer que je traverse une situation difficile et que j'ai besoin d'argent, si je lance un GoFundMe là, vous savez combien je peux récolter sur Internet? En 2 semaines, je peux dépasser 100 000 euros. En 2 semaines, je peux dépenser 100 000 euros. Je peux dépenser, si je dis aux Togolais, les 12 000 Togolais qui sont là sur YouTube, ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés, je dis, les gars, c'est chaud pour moi, aidez-moi. Vous imaginez combien les Togolais peuvent me donner? Il y a des gens qui m'appellent, qui disent, Ferdinand, tu as besoin de quoi? Je dis, rien du tout. Ils sont même surpris. Ils sont même surpris. J'ai rien du tout. Donc, si ton cabinet avait des difficultés, tu aurais pu solliciter. On va t'aider. On va t'aider. Mais là, tu vas te compromettre de la pire des manières. Il y a une vie après. Tu as ta crédibilité, ta dignité. Même si on te donne un poste de ministre demain, ça ne fera pas long feu, ils vont te dégager. Tu es dans la cinquantaine, tu vas vivre après. Le propre de la dictature, c'est même d'humilier ceux qui les ont dénoncés hier. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé a la mémoire courte. Hein. Ne pensez pas que le dictateur a la mémoire courte. Aujourd'hui, tu vas le soutenir parce qu'il sait que tu as difficulté. Il ne te donnera rien d'abord. Il va te laisser rentrer bien dans la boue pour que le peuple se moque de toi. Ça fait bientôt 2 ans que tu fais ce que tu fais là. On ne t'a encore rien donné. Peut-être qu'on t'a donné quelques petits marchés. Mais ils vont te laisser bien descendre dans la boue. Ils vont te laisser, tu vas te malaxer. Tu vas rentrer bien dans la boue. Tu as vu ce que Bodion a fait là-bas. Ce que Bodion a fait. Ils vont te laisser rentrer bien dans la boue. La merde qu'ils ont mis partout là, tu vas aller ramasser ça. Et les gens vont te regarder, les gens vont se ridiculiser. Après, ils vont te donner un ministère qui ne vaut rien. Peut-être droit de l'homme. Ils vont te nommer à la place de celui qui a la tête rasée à côté de toi là. Où il n'y a pas de budget. Où il n'y a pas de budget. Tu vas rentrer dans le ministère, tu vas dire, oh, ministère en Tokoya. Et Gamoulé, on a dit non, tu as mon bureau, mais fou. Donc tu vas grignoter sur les petits projets. Et quand tu vas sortir de ce ministère là, tu n'auras plus rien. Parce que quand tu deviens ministre, tu rentres dans un autre standing. Tu vas vouloir vivre comme un pacha, tu vas boire les meilleurs vins, les meilleurs champagnes, tu vas acheter les meilleures vestes, tu vas draguer de nouvelles femmes. Et quand on va te chasser du ministère, il ne te restera rien. Tu vas arriver dans ton cabinet et tu seras seul. Tu seras seul. Même ce que tu fais aujourd'hui là, déjà, les gens vont fuir ton cabinet. Et nous collons, la manière dont tu es en train de te prostituer là. Les gens qui vont t'amener un dossier, ils vont fuir. Et ton cabinet sera désert. Kofigo avait un cabinet en 90, jusqu'en 80 combien? Quand il a rallié, il y a des mois, il n'avait plus de cabinet. Son cabinet était à côté de la station d'essence qui est en face de la BTC là-bas. Il n'avait plus de cabinet. Parce que les gens ont dit qu'il a trahi. Qui va prendre un dossier pour aller donner à quelqu'un? Donc, il faut mesurer les conséquences de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Sachant que ce régime-là, il est en difficulté, il est en fin de vie. Si Faure Gnassingbé est obligé d'aller choisir des gens comme vous, pour aller le défendre sur les médias, c'est qu'il est en difficulté.